l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, puisqu'on parle Apache, avant de partir retrouver Geronimo, vous nous racontez de petites histoires de plumes, de guerre et de coups de pistolet. Comment dit-on un coq en anglais, Stéphane ? Coq. Ben voilà, bravo, très très bon. Et vous, Jean-Luc, comment dit-on une fausse ? Ah ouais, donc C'était vraiment sympa, hein, avec Ouais, une fausse, alors je ne vous sais savez pas, pas je ne sais pas. Ah bon, ça se dit pit, donc Un cockpit, c'est ça ? cockpit, exactement. Dans l'avion, c'est- Donc cockpit, littéralement, c'est la fosse à coq. Et ce terme cockpit apparaît pour la première fois en Angleterre sous le règne d'Élisabeth Ier, figurez-vous. La première trace écrite du terme a été mentionnée dans The Worthiness of Wales de Thomas Churchard en 1587. Des fois que vous voudriez vous le procurer d'urgence. Et il a écrit « Les montagnes se dressent tout en rondeur, semblables à un cockpit ». Et Shakespeare aussi utilise le terme cockpit, mais lui c'est pour évoquer la forme ronde, l'exiguïté et le bruit. Et il cite ce mot cockpit dans la pièce Henri V et il évoque la difficulté, c'est surtout pour mentionner la difficulté à évoquer la bataille d'Azincourt dans un espace aussi réduit, parce qu'il faut évoquer Azincourt dans une salle de théâtre. Donc voilà ce qu'il écrit, ce cockpit peut-il contenir les vastes champs de France ? En fait, qu'est-ce que c'était que les cockpits ? Les premiers cockpits, c'était de véritables fosses creusées dans le sol, destinées à accueillir des combats de coqs. Parce que les coqs ont une tendance naturelle à se battre pour les faveurs des femelles. C'est ce que nous signale déjà dans son histoire naturelle le naturaliste Buffon. Les hommes qui tirent parti de tout pour leur amusement ont bien su mettre en œuvre cette antipathie invincible que la nature a établie entre un coq et un coq. Ils ont cultivé cette haine avec tant d'art que les combats des deux oiseaux de basse-cour sont devenus des spectacles dignes d'intéresser des peuples, même des peuples polis. Et donc en Angleterre, avec le temps, cette fosse à coq est devenue un espace entouré d'une barrière pour empêcher les volatiles de s'échapper naturellement. En France d'ailleurs, on appelait cet espace clos un galodrome de Gallus, puisque le mot Gallus désigne le coq sauvage. Et ces combats de coqs étaient très populaire en Angleterre. On mettait des sièges autour de la fosse et on pariait sur le vainqueur, ça se pratique toujours dans certains pays. Et la chose était même tellement populaire qu'à un moment, Cromwell a décidé d'interdire les combats de coqs pour éviter des rassemblements autour des pits, parce que les gens y allaient, puis parlaient politique et contestaient. Et à Whitehall, qui était l'une de ses nombreuses résidences, Henri VIII avait fait construire des pistes de jeu de quilles, l'ancêtre du bowling, et des cours de jeu de paume, l'ancêtre du tennis, et il fit construire un cockpit, une fosse à coq, ancêtre de quoi, au fait peut-être bien de notre Assemblée nationale. D'ailleurs, comme un siècle après son règne, ces sites-là à Whitehall sont devenus le siège de l'administration royale, trésor et conseil privé, eh bien, on appelait ce lieu, du coup, on s'est mis à l'appeler le cockpit. Dans son journal, Samuel Pepys, 20 février 1659, écrit « Dans la soirée, au Coffee Club, j'ai entendu M. Harrington, monseigneur de Dorset et un autre seigneur, parler d'obtenir une autre place au cockpit. » Donc, quand on parle de ça à l'époque, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir décrocher un job dans l'administration royale. Bon, parler de l'administration comme une fosse à coq, c'est pas très respectueux, mais enfin, vous l'admettrez, c'est quand même plutôt réaliste. Et par la suite, seulement, l'usage du mot a évolué. Et le terme a commencé à être utilisé à bord des navires de guerre. Et en est venu à désigner l'arrière des ponts inférieurs. Pourquoi ? Parce que pendant les combats navals, le chirurgien et son équipe se mettaient en dessous des ponts inférieurs, dans un espace très étroit, très malodorant, et où on soignait les blessés. On a appelé ça le cockpit. Et tout naturellement, avec l'apparition de l'avion, eh bien, comme les pilotes, eux aussi, devaient se lever dans un habitacle étroit, eh bien, on s'est mis à qualifier cet habitacle de cockpit. Voilà. Petite anecdote complémentaire, j'avais évoqué ici une des premières tireuses d'élite de l'armée soviétique en expliquant que, vous savez ce que c'est qu'un sniper, Jean-Luc ? C'est un tireur isolé. Un tireur isolé. Bon, le sniper, on pourrait le traduire par canarder, mais j'avais raconté qu'en fait, on devait le traduire par bécassiner. Le mot n'existe pas, mais snipe en anglais, ça désigne la bécassine, et la bécassine est un petit oiseau réputé pour être très difficile à chasser. Donc, quand
un sniper, c'est un tireur de bécassines. Bon, vous voyez que là, alors là, j'ai été extrêmement brève. Alors, quand même un verre de La Fontaine dans les 2 coques pour la route. Toute ressemblance avec les personnes présentes dans ce studio ne serait pas fortuite du tout. 2 coqs vivaient en paix. Une poule sur 20. Et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis 3. Et c'est de toi que vint cette querelle envenimée. C'est donc vous la poule? Bah oui, vous voyez, hein, voilà, moi je suis comme Modesto, hein, je ne choisis pas forcément le plus beau rôle. Enfin, vous mettez jamais vos œufs dans le même panier. Merci beaucoup Clément.